Bonjour et bienvenue à notre Facebook Live politique en direct des nouveaux locaux de Paris Match puisque nous avons déménagé cette semaine. Je vous livre un peu les coulisses de notre journal. Toujours la même actualité, les gilets jaunes, toujours des manifestations, encore une samedi qui s'annonce explosive. On va répondre à vos questions. Est-ce que l'appel au calme d'Emmanuel Macron peut être entendu par les Gilets jaunes? Alors Emmanuel Macron qui est resté bien silencieux cette semaine, sa dernière prise de parole remonte à samedi dernier, c'était à Buenos Aires, à la fin du G20. Il est ensuite rentré à Paris, a tenu une réunion de crise, est allé à l'Arc de Triomphe. Et puis cette semaine, on l'a pratiquement pas vu. Il est resté dans un mutisme complet. Il est seulement apparu au Puy-en-Velay, où il est allé voir la préfecture incendiée ainsi que le personnel traumatisé. Il a d'ailleurs été pris à partie par des gilets jaunes. Juste à la veille de la manif, il a lancé un appel au calme, un appel aussi à tous les responsables des partis politiques, à tous les responsables syndicaux, à tous les responsables de ce pays pour relayer des appels au calme, en appeler au sens de la responsabilité. L'Élysée, comme Matignon, se disent très préoccupés et redoutent de très grandes violences, je cite leur thème. Est-ce qu'il sera entendu? Il faut l'espérer parce que ce quatrième samedi de manifestation à Paris s'annonce comme celui de tous les dangers. Ce mouvement est allé crescendo aussi en violence, avec samedi dernier une véritable guérilla en plein Paris, autour de l'Arc de Triomphe qui a été en partie saccagé sur sa partie haute, et puis tous ces magasins, ces voitures en feu, ces violences, ces blessés, quelqu'un est même dans le coma encore aujourd'hui. Il faut espérer que ça ne se renouvelle pas samedi prochain. Maintenant, est-ce que l'appel au calme du président de la République qui l'a fait via un communiqué, qui n'est pas apparu pour parler et qui ne devrait pas parler d'ici la manifestation, est-ce que ce sera suffisant? On verra. Comment expliquer cette communication défaillante entre le Premier ministre Édouard Philippe et Emmanuel Macron? Alors c'est vrai que cette semaine est marquée d'abord par le recul du gouvernement sur les hausses de taxes. Ça s'est fait, j'allais dire, en deux temps, et dans la difficulté, dans la douleur. Le Premier ministre a annoncé d'abord une suspension des trois taxes, sur la hausse des taxes sur les carburants, hausse des taxes sur l'électricité et le gaz, hausse du contrôle technique et de la réforme du permis. Tout ça pour dire que d'abord ces suspensions ont été transformées en annulation le lendemain, parce que l'Élysée s'est rendu compte que ce n'était pas tenable de rester sur une ligne de suspension pendant 6 mois. Mais ça s'est fait, j'allais dire, dans la difficulté. C'est l'Élysée qui, voyant que le Premier ministre ne mangeait pas totalement son chapeau, le mangeait par petits morceaux. L'Élysée est intervenu pour exiger d'abord de son ministre de la Transition, qu'il annonce sur le plateau de BFM TV, la suppression pure et simple de la taxe carbone en 2019. On voit bien qu'il y a une tension, une tension autour de cette question entre le président de la République et le Premier ministre, qui était d'accord au fond au départ sur cette trajectoire de la taxe carbone. Elle a été votée à la fin de l'année 2017, reconduite en première lecture en 2018. Et puis il y a eu cette période où petit à petit, face aux gilets jaunes, le président voulait mettre un peu plus de souplesse là où le Premier ministre, semble-t-il, voulait rester dans la constance. Et puis finalement, de guerre lasse, le président a fini par exiger la suppression pure et simple de la taxe. Évidemment, tout ça tend les relations entre le président et le Premier ministre. Et on peut s'interroger sur l'avenir de ce couple, dans la mesure où plusieurs membres de la majorité, à commencer par François Bayrou et peut-être d'autres comme Jean-Yves Le Drian, il est notoire qu'ils étaient tous les deux pour l'abandon beaucoup plus tôt de cette hausse de taxes, qui aurait sans doute permis non seulement d'éviter que le mouvement prenne autant d'ampleur, mais surtout d'éviter des dégâts politiques qui commencent à être importants dans la majorité, où on entend les députés maintenant s'interroger sur l'avenir d'Édouard Philippe, lui reprocher sa raideur, lui reprocher son obstination, là où au fond Édouard Philippe, son entourage explique qu'il a tenu la ligne, et c'est vrai que cette ligne politique était la ligne de l'exécutif, là où il a commis des maladresses
de repousser la main tendue de Laurent Berger, le leader de la CFDT, qui voulait se poser éventuellement en intermédiaire pour mener le dialogue. Le pataquès autour du coup de pouce sur le SMIC, ça n'a pas été très bien expliqué par Édouard Philippe. Et puis il y a eu évidemment ce problème sur l'annonce d'abord d'un moratoire, peu compris par les Gilets jaunes, qui aussitôt se sont encore un peu plus cabrés et qui s'est terminé en suppression quelques heures à peine le discours du Premier ministre à l'Assemblée nationale. C'est vrai que la crise est telle qu'on peut s'interroger sur est-ce que le Premier ministre peut tenir jusqu'aux européennes ou est-ce qu'il ne passera pas Noël à Matignon. Justement, si Édouard Philippe sert de fusible, qui pourrait le remplacer ? Aujourd'hui, je pense qu'on n'en est pas là. Ça ajouterait de la crise politique à une crise sociale de grande ampleur. Mais c'est vrai que le président va avoir besoin d'une porte de sortie politique. Les institutions lui offrent plusieurs outils. Le changement de gouvernement et le changement de Premier ministre en est un. On a vu que la grande difficulté qu'il a eu à remanier son équipe, la grande difficulté qu'il a connue à trouver un ministre de l'Intérieur pour remplacer Gérard Collomb. Et on voit bien que Christophe Castaner éprouve bien des difficultés dans ses nouveaux habits de premier flic de France. Trouver un Premier ministre ne sera pas tâche facile, d'autant plus qu'Édouard Philippe est probablement l'un des meilleurs remparts pour Emmanuel Macron dans cette majorité qui manque de poids lourds, qui manque d'hommes d'expérience, qui manque de vrais hommes politiques qui connaissent bien le terrain. Alors pour Emmanuel Macron, il faudra regarder peut-être au-delà de la majorité. On sait que François Bayrou a lui-même pas réglé totalement les affaires judiciaires, l'affaire notamment des assistants parlementaires européens. Et ce qui l'a fait partir il y a un peu plus d'1 an, on voit mal comment ça permettrait aujourd'hui de le nommer Premier ministre. Donc il faudra aller peut-être à l'extérieur. Emmanuel Macron franchira-t-il le pas en proposant le poste de Premier ministre à Xavier Bertrand par exemple, ou alors regardera-t-il dans sa majorité actuelle, peut-être Jean-Yves Le Drian, ou alors carrément une personnalité de la société civile qui aurait l'étoffe, les épaules suffisamment larges pour essayer de renouer aussi le contact avec cette France des classes intermédiaires qui semble avoir pris en grippe totalement Emmanuel Macron, parce qu'on voit bien que si ce qui se passe sur les ronds-points, on ne demande pas la démission d'Édouard Philippe, c'est plutôt la démission d'Emmanuel Macron dont on entend parler. Justement, on sait que ça c'est l'une des demandes des Gilets jaunes les plus radicaux. Est-ce que Emmanuel Macron peut démissionner ? Non, on ne peut pas démissionner. Il y a des institutions qui sont celles de la Ve République, qui sont solides. Emmanuel Macron dispose d'une majorité large, plus de 300 députés. Emmanuel Macron a le temps pour lui. La présidentielle, c'était l'année dernière. Il a été élu il y a 18 mois. Ce n'est pas la première fois qu'un président de la République connaît une crise. Et il dispose aussi, je le disais, d'outils pour, au fond, pouvoir changer son dispositif politique. Du référendum en passant par la dissolution, en passant par le changement, le remaniement et le changement de Premier ministre sont autant d'outils qui peuvent lui permettre de se relancer politiquement. Mais c'est vrai que changer de Premier ministre, ça voudrait dire aussi changer de politique, changer de stratégie politique, peut-être être beaucoup plus social, être beaucoup plus dans la redistribution, ce qui coûterait plus cher, ce qui voudrait dire faire des déficits. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas la politique que conduit Édouard Philippe. Ça pourrait être une politique, mais elle serait portée par quelqu'un d'autre. Et enfin, une dernière question peut-être. Est-ce que la Ve République vit ses derniers moments ? Ce qui est certain, c'est que là, on voit que la Ve République dévore ses présidents de la République de plus en plus vite. On l'a vu avec Nicolas Sarkozy, devenu impopulaire à la mi-mandat, très impopulaire à la mi-mandat. On l'a vu avec François Hollande, qui était tombé à 23% au bout de 18 mois. Comme Emmanuel Macron, d'ailleurs, on le voit dans notre sondage cette semaine, il tombe à 23% d'approbation de son action, c'est son plus bas niveau. C'est exactement, ironie du sort, ce que avait François Hollande au bout de 18 mois d'exercice du pouvoir, 23%, 76% qui ne font pas confiance au président de la République, 50% qui n'approuvent pas du tout l'action du président de la République. C'est très élevé, il est minoritaire partout.
et il a même perdu beaucoup, il a beaucoup reculé dans son électorat du premier tour. Donc c'est vrai que ça pose la question de celle de nos institutions. Est-ce qu'elles fonctionnent bien? Est-ce qu'elles permettent aujourd'hui encore de dialogue, de trouver les voies et les moyens de réformer la France? Parce que Emmanuel Macron a été élu sur cette promesse de transformation du pays. Ce qui est certain, c'est que on l'a vu avec François Hollande, ces institutions ont permis à François Hollande de terminer son mandat alors qu'il avait un problème de majorité, sa majorité était divisée, il y avait des frondeurs. Cette fois, il n'a pas de problème de majorité. Emmanuel Macron, il a un problème avec le pays qui, en quelque sorte, s'est mis en révolte, en quasi-insurrection, et qui manifeste chaque samedi, voulant aller en quelque sorte jusqu'à l'Élysée, comme s'il y avait un face-à-face mortifère entre ce président de la République, dont on voit bien qu'il a éliminé tous les corps intermédiaires, explosé les partis politiques, écarté les syndicats. Il se retrouve en face-à-face avec la rue, et la rue aujourd'hui veut le voir, veut aller le discuter, voire pour certains même le destituer. On a entendu des propos de quasi-putschistes chez les Gilets jaunes, qui ne sont plus du tout animés d'intention de dialogue, mais d'intention de vouloir le renverser. Nous sommes dans une crise, dans une crise politique, une crise très grave qui n'est pas institutionnelle. Je pense que la difficulté aujourd'hui, elle est moins institutionnelle et plus économique. Au fond, les présidents de la République, depuis presque 40 ans, ne parviennent pas à résoudre, à diminuer le poids de la crise économique, et Emmanuel Macron n'a pas de résultat aujourd'hui sur le plan économique. Il n'a pas fait reculer le chômage. Le pays ne va pas mieux qu'il y a 18 mois, et cette impatience se manifeste aujourd'hui dans la rue à travers le mouvement des Gilets jaunes. Merci beaucoup Bruno Jeudi.